Bonjour Baptiste, je suis hyper contente de t'accueillir dans mon podcast potentiel. Merci à toi, merci beaucoup d'avoir accepté. Je suis trop content aussi, trop content. Merci. Ton invite, ton message vocal m'a tellement touché. C'était même une surprise, j'y croyais pas. Je te suis depuis des années maintenant et c'est un véritable honneur, hein, véritable honneur. Bah, c'est moi qui suis très très flattée parce que moi aussi je suis ton parcours que je trouve hyper inspirant et je suis très contente que tu aies accepté voilà, d'en témoigner aujourd'hui. J'ai pour habitude de présenter mes invités, donc tu m'as donné quelques informations que je connaissais déjà, mais il y a des choses que j'ai apprises, tu vois, te concernant. On peut te suivre sur les réseaux sociaux notamment et c'est là où moi je t'ai connue parce que tu témoignes en fait eh bien, de l'addiction que tu as connue notamment à l'alcool. Tu as eu un parcours difficile, quasiment 10 ans d'alcoolisme, c'est pas rien, ça a eu des conséquences bien évidemment sur ta vie. Et aujourd'hui, tu mets beaucoup d'énergie justement à sensibiliser sur ce sujet. Tu as écrit un livre, enfin tu as coécrit un livre, donc d'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée. Donc c'est avec Judith Lossman. Alors dans le cadre d'une littérothérapie, je ne connaissais même pas le nom, c'est toi qui me l'as appris, c'est la thérapie par l'écriture. C'est génial en 2020. Ouais. Superbe livre et merci à toi. Mais tu t'es pas arrêté là parce que de ce vécu qui a été vraiment traumatisant et difficile, tu as pu en faire une force aujourd'hui puisque tu as été certifié patient expert en addictologie, une formation qui est certifiante. Tu accompagnes maintenant individuellement des personnes qui souffrent d'alcoolisme pour leur offrir une meilleure qualité de vie et tu interviens également en tant que conférencier dans les milieux scolaires, étudiants pour faire de la prévention. Tu animes également des ateliers de sensibilisation au sein d'entreprises pour déconstruire les idées reçues sur l'addiction. Donc c'est pas rien, on peut quand même te dire bravo pour ce beau chemin quoi qui est assez extraordinaire, faut bien le dire. C'est fou. Je suis même choqué par par tes mots, par la description. Je me rends pas forcément bien compte de tout ce que j'ai mis en place, de tout ce chemin parcouru. Ça me fout une petite claque de t'entendre. Mais c'est vrai que je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus aligné dans cette vie que je ne désirais plus. Et aujourd'hui, mais je me remercie tellement d'avoir choisi la vie. Ouais. On t'aurait dit que t'en serais là aujourd'hui il y a des années où t'étais ben, en plein cauchemar, t'aurais pas pu y croire, hein. Sûrement pas. Après, je pense un peu comme toi. Tu sais, les piédestals, c'est pas pour moi. Je me considère vraiment comme une personne comme les autres, en fait. Je suis Mm. sur le chemin que beaucoup de gens empruntent. Beaucoup d'autres personnes ont aussi des choses à dire. Et je trouve que justement, c'est cette unité, cette communauté où on avance ensemble qui est très très belle. Je J'ai pas tant envie que ma tête dépasse des autres parce que les autres, leurs histoires, leur inspiration, ça permet aussi l'identification. Donc c'est vraiment, tu vois, un ensemble, avancer moins seul, créer du lien. Et si je peux semer quelques graines ici et là, si je peux permettre à certaines personnes de se sentir moins seules ou d'y voir un peu d'espoir, bah, je continuerai. Mais je suis loin, loin, loin de mieux savoir ou de plus savoir qu'un autre, hein. Tu vas quand même nous parler d'un sujet que tu maîtrises très bien, c'est l'addiction. Et je te remercie vraiment d'en parler parce qu'en fait, je trouve que c'est très mal perçu l'addiction, c'est pas compris, c'est jugé, c'est honteux presque. Je trouve qu'on juge très rapidement les personnes qui ont une addiction. Alors là, tu vas nous parler beaucoup plus d'alcoolisme, mais l'addiction c'est quand même large. Est-ce que tu pourrais Mhm. d'ailleurs nous donner une définition? Qu'est-ce que c'est l'addiction? À partir de quand on peut dire qu'on a une addiction? Il y a plusieurs définitions, mais celle qui me semble, en tout cas celle qui me parle, c'est simplement l'incapacité de contrôler un comportement et ce qui en découle sont des impacts négatifs. Hmm. L'incapacité de contrôler un comportement, ça veut dire, en fait, quand je commence, j'ai un peu du mal à refuser le deuxième verre ou à dire non à la deuxième taf, ou en fait, j'ai du mal à arrêter. Et donc, ce que j'aime dans cette définition, c'est qu'il n'y a pas de notion de fréquence ni de quantité. C'est Et vrai. souvent, on associe l'addiction à des quantités, genre à partir de combien de verres ou à partir de, est-ce que c'est à partir du moment où on boit tous les jours? Alors, évidemment qu'au bout d'un moment, vu que l'addiction, c'est une maladie progressive et chronique, bah, on en arriver à consommer tous les jours. Mais peut-être qu'il y a des impacts négatifs avant cette conso quotidienne. Et c'est plutôt vers ces impacts négatifs que je me tourne pour essayer d'éclairer, notamment, tu vois, est-ce qu'il y a des problématiques est-ce qu'il y a des impacts sur ta santé mentale?
Est-ce Oui. qu'il y a des impacts dans ton couple? Est-ce que tes potes t'ont déjà fait des remarques? Est-ce qu'il y a des problématiques financières? Est-ce qu'il y a des problématiques professionnelles? Tout ça, en fait, c'est peut-être un peu plus simple de regarder ces impacts qui sont factuels finalement, plutôt que d'essayer de jongler avec des pseudo-règles que l'on manipule, parce que moi, évidemment, je manipulais tout ça. Oh oui, tant que je bois pas tout seul, il n'y a pas de Mm. problème. Tant que Mm. je bois pas tous les jours, tant que je bois pas dès le matin, tant que je tremble pas des mains, j'ai pas de problème. Et donc j'essayais de me rassurer comme ça, tu vois. Mais ça, j'appelle ça l'esprit de l'alcool. L'esprit de l'alcool qui m'habite, qui me contrôle et qui me dit que c'est OK de boire, que c'est OK de continuer, alors qu'en fait, tout crevait les yeux. Tout crevait les yeux que j'avais un problème. Tout crevait les yeux que l'alcool dictait ma vie, mes pensées, mon emploi du temps. J'étais soit en train de consommer, soit en train de récupérer. C'était H24 l'alcool dans ma tête. C'est hyper intéressant ce que tu dis, mais tu vois, sur cette sensation de contrôle, est-ce que tu penses pas, tu vois, quand tu fais de la prévention auprès des jeunes, on peut prendre l'alcool, on peut prendre le cannabis, on peut prendre plein d'autres choses, euh, cette sensation de contrôle, les personnes, elles pensent l'avoir, tu vois, elles vont avoir un discours en disant, mais moi j'arrête quand je veux, j'ai aucun problème avec ça. Comment on peut être, tu vois, s'il y en a là qui nous écoutent et qui doivent prendre conscience que non, en réalité, bah, ils se fourvoient, c'est quoi le truc qui fait qu'à un moment donné, bah, t'arrives à être honnête envers toi-même en disant, ben non, en fait, je contrôle plus rien. C'est un long chemin. Mais je dirais que si cette personne écoute déjà, c'est qu'elle a déjà énormément cheminé, qu'elle est prête à accueillir notre discussion, les bras ouverts, c'est déjà énorme. Tu vois, il y a tellement de réticences, il y a tellement de barrières que le simple fait de commencer à écouter ici et là des témoignages, Mhm. d'être suffisamment ouvert pour, tu vois, ne pas être dans le rejet, c'est déjà énorme. Moi, je fais surtout confiance à ce processus. J'ai pas tant d'ordre ni de conseils à donner. Je fais surtout confiance à ce processus et à ce lien, tu vois, où petit à petit, tiens, j'ai écouté ça, peut-être que, ah, je m'identifie à ça, c'est vrai que moi aussi, et au début, c'est en silence, et après, peut-être qu'on est enfin prêt à demander de l'aide, et il y a des gens qui ont les mains tendues. Donc, je fais plutôt confiance à ce cheminement, plutôt que, plutôt que, tu vois, répondre concrètement à ta question. Après, si tu souhaites véritablement qu'on creuse ce sujet-là, oui, j'ai quelques pistes, mais j'ai pas envie de brusquer, tu vois, ni d'imposer la prise de conscience. C'est ce que j'aime aussi sur ton compte. Il y a beaucoup de bienveillance et je pense que c'est surtout en lien parce que t'es toi, enfin, t'es passé par là également. Je voudrais reprendre tu vois, cette définition d'addiction parce que, alors tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai la sensation qu'il y a des addictions qui sont socialement acceptées. Que ça Hmm. passe. Tu vois, c'est pas considéré comme quelque chose de grave. Alors, si on reprend l'alcool, c'est souvent perçu comme festif. Aujourd'hui, cependant, l'alcoolisme est reconnu comme une maladie, on le comprend, tu vois. Mais quelle est la limite entre le côté festif, tu vois? Moi, par exemple, qui ne bois pas d'alcool, je suis souvent jugée pour ça. C'est genre, tu sais pas t'amuser, mais vas-y, profite, c'est un verre. Cependant, moi, j'ai jamais aimé le goût de l'alcool. Et pour les personnes qui savent pas, en fait, je pense qu'il y a une part psychologique parce que mon père était alcoolique et que ça a marqué moi ma jeunesse de voir un père alcoolique. Et du coup, bah, j'ai jamais eu envie de boire de l'alcool et je pense que bah, quand j'ai goûté différents types d'alcool, à part les trucs très sucrés, mais c'est plutôt parce que c'était du sucre, tu vois, avec les cocktails, alors autant par prendre un verre de jus de fruits, je pense que ça a forcément inhibé peut-être mon envie d'en consommer. Mais tu vois, il y a ça et puis il y a aussi des addictions qu'on voit pas. Tu vois, par exemple, je pense l'addiction aux écrans, au sport, au travail, qui sont socialement totalement acceptables. Sauf que si je reprends ta définition, ben, du coup, c'est quoi la limite, tu vois? Parce que ça peut aussi avoir des impacts négatifs sur ta santé mentale. Tu vois, par exemple, le nombre de personnes qui font des burn-out ou qui font blessure sur blessure au sport et qui se mettent dans des états pas possibles, en fait, qui mettent enfin, leur santé en péril ou qui bah, utilisent beaucoup, beaucoup d'argent pour ce genre de choses aussi, tu vois? Donc, t'en penses quoi de tout ça, toi? Déjà, je t'envoie sincèrement tout mon soutien de ton histoire, et j'espère que tu as trouvé des ressources ou en tout cas une vie où tu es à l'aise d'être dedans, parce que je sais combien vivre ça tu vois, dans le cocon familial, c'est insupportable. Enfin, c'est hyper douloureux. Ah, ça a été Euh, un véritable traumatisme. Je veux dire, je n'ai pas eu d'enfance. Il avait l'alcool extrêmement nocif, mauvais, et il n'a pas été un père, il a été
enfin voilà, quelqu'un. J'en parle au passé parce qu'il est décédé. Malheureusement, ces nombreuses addictions ben, ont eu raison de sa santé. Mais après des années de thérapie, je tiens à témoigner qu'on s'en sort. Je tiens vraiment à le dire, si je suis la femme aujourd'hui, c'est parce que justement, j'ai pu trouver l'aide nécessaire, parce que j'ai été victime de son addiction. J'étais clairement victime. Mais c'est un sujet qui m'a toujours touchée et je me suis toujours questionnée, tu vois, à savoir. Et je pense que tu vois, quand j'étais jeune, j'avais toujours la peur. Et si moi-même, je tombais dans l'alcool, tu vois. Et est-ce que ça a Mhm. eu un lien ou pas sur le fait que j'aime pas le goût? Je ne saurais pas dire. Après, je me force pas du coup à boire, tu vois, je vois pas l'intérêt. Mais j'ai déjà goûté l'alcool, voilà, pour les fêtes ou quand tu es jeune, parce que j'ai toujours des amis qui disent, mais vas-y, goûte, c'est trop bon et tout. Et j'ai jamais aimé ça, même l'odeur. Mais je pense que ça, c'est psychologique. L'odeur de l'alcool Mhm. me répugne en fait, parce que mon père sentait cette odeur-là. Et que du coup, ça m'a, tu vois, je l'ai lié à quelque chose de violent et de très, très toxique en fait. Mais voilà, après, je vais bien maintenant, merci. Donc, mais je te remercie pour ce beau message d'espoir, de dire que c'est possible aussi Oui, de cicatriser venant totalement. de l'entourage. Je reçois beaucoup de messages de personnes souffrant de la maladie d'un proche. Et avant toute chose, je leur dis que c'est OK aussi pour eux de se Hmm. créer un cocon thérapeutique, de se créer un cadre thérapeutique, que eux aussi, évidemment, ils ont droit et ils sont dignes de la reconstruction. Donc, merci aussi d'être cet espoir. Ouais, ouais, Ça me touche beaucoup. c'est possible aussi. Non, non, mais totalement. Par contre, je pense qu'il faut pas penser qu'on doit sauver la personne qui a une addiction. Mhm. Et encore moins quand on est enfant, c'est pas notre rôle. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui pensent ou qui ont cet aspect-là de se dire j'aurais pu aider mon père, j'aurais pu aider ma mère ou Non, ça se passe pas du tout comme ça, l'addiction. C'est un parcours personnel. On peut ne pas juger, on peut être aux côtés d'eux, mais on doit aussi se protéger. Moi, dans le cas présent, heureusement, il y avait la justice qui ont aussi protégé. Bien sûr, il y a eu beaucoup de choses parce que c'était un point très, 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 très. Enfin, bref, on n'est là, pas là pour parler de moi, mais je pourrais faire un film d'horreur sur ça. Et donc, oui, c'est possible, bien sûr, de se réparer par rapport à ça. Et heureusement, heureusement que la résilience existe. Mhm. Je sais pas si ces mots sont justes, mais j'ai envie de te dire bravo. Mm. J'ai envie de te dire bravo, ouais. Merci. Du coup, pour revenir quand même au sujet, j'ai envie Ouais. qu'il me parle de ces addictions que je trouve socialement qui sont acceptées ou pas acceptées. Tu vois, par exemple, on va davantage juger certaines addictions et d'autres, on va les accepter alors qu'en fait, j'ai l'impression que c'est le même mécanisme et au final, bah, les mêmes côtés négatifs en fait. Et ça aide pas les gens, Totalement. tu vois. Il y a plein d'addictions socialement acceptées qui ne devraient pas l'être et ça aide pas les gens du tout en fait à en sortir. Je suis tellement d'accord. Après, j'ai pas, peut-être que toi, d'un point de vue peut-être plus Mm. enfin, tu vois, psycho, peut-être qu'on peut essayer tu vois, de parler de la nature humaine qui cherche souvent à relativiser, à se réconforter, à se rassurer dans ces petits rituels et tout, et à chercher du coup à hiérarchiser certaines addictions. Je suis pas psy, donc je suis peut-être pas le mieux placé pour le dire, mais effectivement, le travail, le sport sont quand même des activités valorisées par la société. Bah oui, l'addiction au sport, la bigorexie, le workaholisme, l'addiction au travail sont des choses qui détruisent, euh, mais qui vraiment détruisent. C'est une horreur. Derrière l'addiction, quelle qu'elle soit, c'est de la souffrance, c'est du tabou, c'est de la honte, c'est de la culpabilité, c'est de la déchéance physique, psychologique. Enfin, c'est abominable. Et pour autant, j'ai aussi envie de dire qu'il n'y a rien de plus humain que l'addiction. Enfin, c'est humain de chercher à s'apaiser, de fuir, tu vois, de fuir une douleur, de mettre son cerveau en pause, d'essayer de faire, de combler l'ennui, tu vois, et pour plein d'autres raisons. Mais il n'y a rien de plus humain que de chercher quelque chose d'apaisant. Et moi, c'est ce que j'ai adoré, tu vois, chercher à l'extérieur, tu vois, dans l'alcool, un produit extérieur à moi, hein, quelque chose que je bois, de chercher un apaisement ou quelque chose qui allait décupler certaines émotions positives au début, Mhm. le côté festif, peut-être avoir le sentiment d'être plus connecté à moi-même, d'être plus moi, d'être plus en vie. Ça, c'est évidemment une fausse croyance, hein. Mais au début, quand les débuts sont très positifs, ça a été
une pilule magique qui m'a aidé à surmonter beaucoup de choses et notamment cette difficulté à accepter qui je suis. Tellement plus simple de mettre un masque. Ouais. J'allais te demander Il justement, marche ce masque au début. Tu ouais. sais, je me suis senti aimé, vu, reconnu. Je pouvais danser, je pouvais approcher les filles, je pouvais être dans la transgression, d'avoir ce côté rebelle. J'ai adoré moi au début. Tu sais parce que tu souffrais de ta timidité, de ta sensibilité? D'après toi, qu'est-ce qui a fait que tu avais ce besoin-là, en fait, d'être quelqu'un d'autre? Moi, je sais pas si j'avais conscience de vouloir être quelqu'un d'autre. Vraiment, c'était mon identité dans l'alcool. Au début, ça te permet de faire tellement de choses et tu as l'impression que c'est toi et tu as des choses positives. Donc tu te dis, mais en fait, c'est que sous alcool que je suis digne d'être aimé, digne d'être vu, digne d'exister. Et donc je recherche de plus en plus de temps où je vais avoir ce super pouvoir-là. Mmh. Et au début, il n'y a pas forcément d'impact négatif. Je suis jeune, je récupère bien. C'est le que en soirée. Après, la question de- que j'ai abordée au début, l'incapacité de se contrôler. Je sais que certains au début arrivent et parfois tombent dans l'alcoolisme après, selon les parcours, mais après, au bout de 30 ans, 40 ans. Moi, si je suis honnête avec toi, j'ai jamais eu de relation saine à l'alcool dès le début, même si c'est que en soirée, après le premier verre, et une fois le deuxième. Ah ouais. Et c'est hallucinant parce qu'au début, j'ai ce garde-fou qui est mon père. J'avais très peur de mon père. Et lui, il mettait les règles à la maison et donc il me donnait des horaires de rentrée. Et tu vois, c'était minuit au début, ou je sais plus, je devait même être 23 heures. Et donc ce laps de temps, tu vois, j'ai 2 heures dans la rue ou chez quelqu'un où je vais pouvoir me sentir libre, faire Mmh. ce que je veux, loin de l'ordre de mon papa. Euh, Cette liberté a été associée à l'alcool. Je me sens libre dans l'alcool, D'accord, mais je respecte le cadre. Donc, d'accord. j'arrête de boire à 23 heures, 23h30 et je rentre. Alors oui, je titube un peu, mais on n'est pas non plus dans des états lamentables. Mais c'est sûr et certain que si mon père m'avait dit, bon, bah, en fait, là, tu peux rentrer à 2 heures, mais c'est sûr que je continue jusqu'à 2 heures, en fait. Et il y a des choses qui tiennent au début, tu vois. Et après, à la mort de papa, à 19 ans, c'était l'ouverture des vannes. Mmh. C'est ça aussi qui est hallucinant, c'est que je suis une âme libre. Je suis une âme libre, sauf que je l'ai associé à l'alcool. C'est ça, tu Et associé ta liberté à voilà. l'alcool. Et peut-être que tu as un petit quelque chose à dire là-dessus. Pourquoi est-ce que cette âme libre et pourquoi tant d'âmes libres, euh, Je pense que, comme tu dis, il y a quelque chose de naturel de vouloir à un moment donné décompenser dans quelque chose dans notre vie. Tu sais, dans les personnes atypiques, c'est pas rare qu'il y ait des addictions. Là, on parle d'alcool, mais il y a aussi tout ce qui est lié aux troubles alimentaires, qui est une forme bien d'addiction sûr, différente, mais c'est pareil. C'est comme s'il fallait à un moment donné avoir un espace où on peut, en fait, lâcher prise totalement, ne plus être totalement responsable, ne plus tout ressentir ou ressentir comme on le souhaiterait, ne plus tout bien faire comme il faudrait. En fait, c'est en fait un carcan, comme tu dis, toi tu dis liberté, on peut appeler ça lâcher prise, soulagement, chacun va y mettre le mot qui convient et ça c'est propre à chacun. Mais comme tu dis, c'est humain, c'est nécessaire, mais en fait, ça symbolise tout simplement le manque ailleurs de ça. C'est-à-dire que si tu allais le chercher là-dedans, c'est qu'en fait, il y avait un manque de liberté dans ta vie. Aujourd'hui, tu es adulte et tu peux faire des choix qui vont plus te correspondre. Moi, par exemple, c'est vrai que cette sensation de liberté avec, tu vois, en étant maman de quatre enfants, ça peut être mis en mal parce que mes responsabilités en tant que chef d'entreprise et mère de quatre enfants, elles peuvent être mises en mal et donc j'ai besoin de la trouver ailleurs, tu vois. Par exemple, je sais que je pars régulièrement avec des amis en voyage et ça me fait du bien de couper de mon quotidien. J'ai la sensation du coup de pas être juste une maman avec toutes ses responsabilités au quotidien et voilà. Mais ils vont avoir besoin de faire la fête, d'autres auront besoin effectivement d'autres choses. Et comme tu dis, il faut trouver cet équilibre qui nous permet de ne pas tomber dans une addiction qui va avoir des conséquences négatives. Et j'aimerais te poser cette question, quand est-ce que tu t'es rendu compte que là, il s'agissait plus juste d'un soulagement
mais de quelque chose qui te dépassait et où tu t'es dit, ok, là en fait, ça a trop de conséquences sur ma vie, je ne pense qu'à ça, en fait. Comme d'autres, par exemple, ne penseraient que à leur prochain repas ou à la prochaine clope qui vont se griller ou tout ce que tu vois, chacun a son truc. Ce moment où, enfin, je pense qu'il est difficile à se rendre compte, mais c'est vraiment, est-ce qu'il y a une prise de conscience ou est-ce que c'est les autres, ton entourage, tu vois, parce que en fait, si je compare par exemple à la nourriture, les gens se rendent beaucoup moins compte qu'une personne est anorexique ou boulimique. Ça va se voir à un moment donné peut-être sur le physique, mais ça, en fait, ton état n'est pas est assez similaire. Tandis que l'alcool, de suite, tu vois quelqu'un qui est totalement beurré, quoi. Tu vois, tu t'en rends compte. Donc forcément, est-ce que c'est vraiment les autres qui t'ont dit non mais là, Baptiste, tu déconnes, t'es tout le temps en fait bourré en fait, ou est-ce que c'est toi qui te dis mais punaise, je pense qu'à ça, il me faut en fait mon prochain verre. Une bonne question et j'ai pas de réponse toute faite, sachant que j'ai pas eu de déclic. Mm. J'ai pas eu d'illumination un matin. Ah tiens, je Ouais. crois que je peux poser le terme maintenant et je suis malade et je suis dépendant à l'alcool. Effectivement, ça se fait sur un long, sur une longue période. euh, et c'est plutôt l'entourage au début qui voit, qui repère, qui Mm. s'inquiète, qui essaye de créer du dialogue. Et moi, comme je suis encore incapable de me confronter à cette réalité, bah, je fuis. Euh, mais je sais qu'il y a quelque chose qui cloche quand je me retrouve sur un banc tout seul, mes canettes aux pieds, mes flashs d'alcool aux pieds, et que je bois tout seul. Je sais bien et je me dégoûte en fait. Le goût me dégoûte à la fin et je bois quand même, tu vois. Je vois bien qu'il y a un problème, mais je suis tellement sous l'emprise que ça me terrifie d'oser en parler. Ça me terrifie de poser le mot parce que ça rendra la chose réelle en fait. Donc tant que je peux euh, et c'est à tort, parce que moi j'ai quand même l'impression de maîtriser. Et encore une fois, tout crève les yeux que je maîtrise rien du tout. Mais je fais tout pour essayer de garder l'alcool dans ma vie jusqu'à ce 31 mars 2015 où en fait je dépose les armes. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais je savais qu'il y avait quand même un problème. Je savais qu'il y a un problème. Je demandais à Google, est-ce que c'est ça l'alcoolisme? Est-ce qu'on meurt d'une gueule de bois? Enfin, tu vois, dans la solitude, tout seul, enfermé dans le noir, dans ma piole, en train de grelotter parce que je suis en train de récupérer, enfin, c'est pas grelotter, je suis en train de trembler et l'alcool suinte par mes pores, je, je, je sais, mais c'est tellement terrifiant que je préfère oublier en me mettant à la prochaine cuite, tu vois. Mm. Je- je- Tu vois, je trouve ça très juste quand on dit qu'on a un sentiment de honte parce que quand il y a une perte de contrôle, ce monde en fait renvoie qu'on est censé être tout bien, faire toujours tout bien contrôler, enfin voilà, tout bien, tout gérer en fait. Il peut y avoir un sentiment de honte et de dégoût de soi, te dire qu'en fait que là on gère pas, que là on comprend pas. Il y a comme tu dis les prémices d'un truc de ça cloche. Je sens bien que je suis pas dans un état dans lequel où je me sens bien et en fait c'est ces premières émotions. Et en fait le souci c'est un cercle vicieux parce que vu qu'on a honte de soi, on ose encore moins en parler. Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as osé verbaliser auprès de quelqu'un et qui c'était? Est-ce que c'était un proche ou un professionnel? Dire bon ben j'ai besoin d'aide. C'est difficile aussi. En fait, ma maman a toujours sensibilisé notre famille au sujet psy. Hmm. Donc, moi, aller voir des psys, ça n'a jamais été une tare, j'ai jamais vécu comme quelque chose de honteux. J'ai grandi et baigné dans ce moule-là. Donc, oui, j'allais voir des psys. J'ai un frère jumeau aussi. Donc, très jeune, ma maman a cherché à ce qu'on aille voir des psys pour chercher à, à comprendre l'unicité, tu vois, dans ce couple gémellaire, d'aussi Hmm. chercher à créer une unicité. Très compliqué d'ailleurs, j'en ai beaucoup souffert et ça explique aussi certaines raisons de mon alcoolisme parce que, enfin bref, peut-être qu'on y reviendra. Mais donc en fait, j'allais voir des psys, parfois des psychiatres, parce que au bout d'un moment, j'étais en dépression et je me posais pas la bonne question. En fait, moi, je pensais que c'était si je soignais la dépression, j'allais moins avoir besoin de boire. Si je soignais, non, si je me rescolarisais, peut-être j'allais avoir un peu plus de temps pour, tu vois, pour étudier et moins de temps pour l'alcool. Moi, je pensais que c'était régler les autres problèmes qui allaient régler
mon besoin de boire. Et en fait, ça a été l'inverse. Je leur parlais pas de mon alcoolisme, je leur parlais pas trop de mes consommations, je les manipulais, je leur disais ce qu'il fallait entendre, mais j'étais quand même dans les soins, Ouais. tu vois. Et après, je pense que c'est à ma maman. C'est maman, j'ai accepté sa main tendue et j'ai accepté d'aller aux Alcooliques Anonymes. Et là, dans ce cadre-là, auprès de personnes qui jugent pas, auprès de personnes qui vont humaniser la souffrance, je me suis dit, mais en fait, c'est OK de faire tomber le masque. Tu as le droit de montrer tes vulnérabilités. C'est OK d'être vulnérable, c'est OK d'être humain. Arrête de vouloir tout faire bien. Arrête de vivre au travers des désirs des autres. Arrête de vouloir tenir, en fait. Tenir, c'est nourrir ton addiction. Tenir, c'est continuer à nourrir les mécanismes de ton addiction. Là, c'est OK de faire tomber les armes. C'est OK de lâcher le bouclier, de lâcher l'épée. En fait, c'est même pas un combat, c'est du lâcher-prise, c'est de l'acceptation que je suis impuissant. Et là, dans ce moule-là, dans ce cadre-là, auprès de ces gens qui ne jugeront jamais, jamais et qui t'accueillent, eh bien, c'est OK. Et c'est ça qui est tellement beau, c'est qu'on se reconnecte à son humanité. On se reconnecte petit à petit à qui tu es. Et c'est OK. Et c'est là que j'ai aussi commencé ce chemin. Et ce chemin, toi, tu accompagnes ces gens sur ce chemin, c'est de se reconnecter à soi, de peut-être un peu plus s'accepter, Ouais. arrêter de vouloir être cet autre qui est extraverti. Enfin, je parle pour moi, hein, mais moi, j'avais des cravings de cette personne qui était vue socialement à l'aise, extravertie, pas pudique. Je Ouais. voulais être cette personne-là, mais c'était à l'opposé, ma véritable nature. Et moi, je me détestais. Je voulais pas accepter mon introversion, ma timidité, mon hypersensibilité. Donc, tu penses bien qu'il y a des guerres internes, qu'il y Totalement. a des, tu vois, des frictions, et même, enfin, tu vois, c'est des guerres parce que je suis pas en accord avec qui je suis. Et plus je bois, moins je suis en accord, plus je m'éloigne de ma véritable identité. Donc, plus il y a ces besoins de boire pour continuer à se déconnecter, pour continuer à apaiser cette souffrance interne, tu vois. Mm, mm, mm. En fait, l'abstinence, c'est pas que l'arrêt de l'alcool. On le schématise un peu trop comme ça, mais c'est un véritable deuil. Et c'est même mon poste d'hier qui a beaucoup fait parler, c'est que c'est un véritable deuil qui est long, qui est difficile. Et donc, c'est tellement important d'accepter de l'aide, de pas le faire seul, parce que cette solitude nourrit aussi l'addiction. Cette solitude détruit tout autant que l'addiction. Cette solitude, ce sentiment de se sentir trop ou pas assez ou pas comme les autres ou différent. Enfin, ce sont des choses qui brûlent à petit feu. Qu'est-ce que c'est important de se connecter à des semblables? Enfin, en tout cas, dans mon parcours, ça a été ça qui a contribué à m'aider. Et je sais qu'il y a aussi plein d'autres façons de se faire du bien, de se reconnecter à soi. Donc, je suis pas en train de dire qu'il y a, moi, mon parcours, enfin, je témoigne juste de ce qui m'a aidé. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, d'après toi, quand tu étais jeune, donc avant tes 15 ans où tout a commencé, est-ce qu'on aurait pu faire autrement, en fait? Est-ce que tes parents ou tes proches, est-ce qu'il y aurait eu des choses pour empêcher ça? Tu y as pensé? Alors, non pas, le but, c'est pas de faire des reproches ou des regrets, mais tu vois, je me dis s'il y en a là qui nous écoutent et qui ont peur que leurs enfants aussi utilisent une addiction pour combler ça, tu vois, je me dis, mais non, toi, en tant que papa aussi, est-ce que tu t'es interrogé en disant, qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place autrement, en fait, pour éviter que son enfant en arrive là? Je pense à cette question tous les jours. Hmm. Et en même temps, j'ai envie de faire confiance. J'ai envie, j'ai vraiment envie de faire confiance. L'essentiel, c'est que enfin, en fait, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que il y a eu des gens qui sont restés. Tu vois, je Ouais, parle beaucoup de liens, tu vois, et, c'est vrai. et, et ma maman m'a fait confiance. Alors oui, elle a été dans le déni aussi, elle a pensé à une crise d'ado, elle a pensé à une dépression, et en fait, ça avait c'est un autre nom, c'était une maladie, ça s'appelle de l'alcoolisme, dont la dépression est sûrement l'un des symptômes, vu que l'alcool est un dépresseur. Mais j'ai eu de la chance.
Peut-être que j'ai un peu manqué d'éducation émotionnelle. Peut-être que j'ai manqué, d'espace où je pouvais exprimer les choses quand ça n'allait pas. Moi, j'étais terrifié de dire quand ça n'allait pas, notamment vis-à-vis de mon papa, pour qui il fallait être droit, Mm. pour qui, il a eu enfin, son exigence auprès de ses enfants, mais aussi l'exigence envers lui-même était quasi maladive, tu vois? Et c'est ce qu'il a, transmis à ses enfants. Moi, je voulais juste rendre fier mon papa, je voulais Ouais. juste rendre fier mes parents, je voulais juste C'est lourd à porter, pardon, ça. il y a C'est... l'émotion qui monte. Moi, je voulais juste être aimé, tu sais. Je Mm. voulais juste être aimé et j'ai commencé à vivre au travers des désirs des autres, mais j'ai pas eu l'espace pour dire quand ça n'allait pas et donc j'ai avancé comme un bon petit soldat. Et en fait, le travail que j'ai pu faire aujourd'hui, ça a été tu vois, d'être un peu plus à l'aise avec mes émotions et d'oser être traversé par celles-ci et c'est OK, tu vois. C'est OK d'être humain, on n'est pas des machines. Et je suis beaucoup plus en paix avec mes larmes, beaucoup plus en paix avec mes émotions et c'est ça qui me donne envie, tu vois, enfin pas envie, mais c'est ça qui me met beaucoup plus à l'aise avec cette vie, moins envie de la fuir, moins envie de c'est aussi ça le cheminement, c'est de se construire petit à petit et parfois en se trompant et c'est OK, mais d'être suffisamment bien accompagné pour se dire: «OK, c'est j'ai appris de ça» et comment construire un environnement où j'ai moins envie de fuir. C'est pas la clé, tu vois? Mais ça contribue à se créer un sérail de soins, un environnement. Hem, je suis parti un peu dans tous les sens, je sais pas Non, si je réponds à la merci. question, mais Ah non, vraiment, merci beaucoup. Je trouve ça très juste. En fait, il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont parler, qui me parlent et qui vont parler. Et merci de le dire. Je pense qu'il y a, en fait, envie d'être aimé, en fait, c'est humain. On a tous un besoin d'appartenance et quand on est enfant, inévitablement, déjà, on l'attend auprès de nos figures d'attachement principales. Donc, nos parents, en fait, quels qu'ils soient, ou en tout cas, les personnes qui se sont occupées de nous. Et, euh, et l'enfant n'a pas le recul comme nous en tant qu'adulte de se dire que en fait ça dépend pas de nous, l'amour que l'on nous porte, pas du tout, ça dépend de la capacité de la personne à aimer en fait. Et c'est pas nous qui ne sommes pas aimables. C'est est-ce que l'autre est capable de nous aimer dans ce qu'on est, dans ce qu'on lui renvoie. Tu vois, en tant que maintenant parents, on se rend bien compte que nos enfants nous font écho à des choses, nous challenge sur certaines choses, ne sont pas les enfants idéaux. Il y a un deuil à faire de l'enfant idéalisé et il y a l'amour. Eh ben, inconditionnel, c'est ça. C'est-à-dire qu'importe comment tu es, en fait, je t'aime comme tu es, en fait, et tu n'as pas besoin d'essayer de me convaincre de t'aimer. Quand on a manqué d'amour, souvent on a du mal après par la suite à aimer, sauf si on a fait tout un processus justement de réflexion par rapport à ça. Et cette notion de fierté, elle est très très juste parce que moi, tu vois, j'accompagne beaucoup en individuel des gens qui sont dépendants du regard des autres et je leur dis que le processus normal, c'est au début, oui, le jeune enfant, il est dépendant du regard de ses parents parce qu'il ne peut pas survivre sans eux. Donc il va forcément s'adapter à leurs demandes pour que les parents s'occupent de lui. Au fur et à mesure qu'on grandit, bah, le regard des parents est moindre et c'est les regards de notre père, pas IRS, donc les amis, les copains, les potes, voilà, qui surtout à l'adolescence, eh bien, vont être très importants. D'où le fait de je me sens trop timide par rapport aux autres. Ils sont hyper extravertis. Mes potes, ils arrivent à draguer et pas moi. Donc forcément, ça joue énormément. Et donc, on devient dépendant du regard de, voilà, de nos pères, pères IRS. Et normalement, la troisième étape que peu, en fait, d'adultes atteignent, c'est je suis dépendant du regard de personne. Je prends en considération, en fait, le regard des gens que j'aime, mais je ne suis pas dépendant de leur regard. Et donc, je ne cherche plus à rendre fier mon entourage, en fait. Je suis dans la recherche de ma propre fierté et de mon propre alignement. Et en fait, beaucoup d'adultes n'arrivent pas à cette troisième étape et je comprends du coup cette fuite parce que c'est tellement, en fait, c'est, comment dire, c'est totalement impossible de satisfaire les besoins d'autrui. C'est impossible en fait. C'est une quête permanente qui est perdue d'avance. Donc inévitablement, ça demande une énergie que l'on n'a pas, ça nous épuise, on est dans une suradaptation et il faut compenser forcément dans une fuite et en s'apportant le maximum de bien-être parce qu'on est dans une quête qui est perdue d'avance, tu vois. Et comme tu le dis si bien, en fait, il faut revenir à soi. Il faut revenir en fait à dans quoi moi je me sens bien, qu'est-ce qui fait que je me sens alignée, qu'est-ce qui fait que ça a du sens pour moi. Et c'est OK en fait que ça n'en est pas pour les gens que j'aime. Et à ce moment-là, ce qui est incroyable, c'est que plus on s'aime soi et plus on se rend compte qu'il y a des gens qui nous aiment vraiment pour qui on est et qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre en fait. Sauf qu'on n'ose pas.
c'est un processus dans lequel on n'ose pas parce qu'on n'a jamais tenté et on se dit: «Mais le rejet, il va être pire si j'ose être moi-même. Je préfère être rejetée pour quelqu'un que je ne suis pas que pour ce que je suis». Parce que l'ego, est d'autant plus, traumatisé par ça. Sauf que être rejeté, prendre le risque d'être rejeté pour qui on est, c'est aussi avoir toutes les chances de trouver quelqu'un qui nous aime pour qui on est. Et c'est un peu finalement, bah, ce que tu as réussi à faire, puisque maintenant je sais que tu es en couple avec quelqu'un qui t'aime, et j'imagine qu'elle t'aime quand même pour qui tu es. Donc c'est que ça montre bien qu'à un moment donné, quand on se trouve et qu'on est soi-même, bah, il y a forcément quelqu'un. Enfin, moi je dis à tous les gens là qui nous écoutent, on est des milliards sur cette planète, c'est impossible, statistiquement parlant, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous aime pour qui vous êtes. C'est totalement impossible. Donc tentez, tentez parce que ça sera meilleur. C'est tellement plus bon, je sais pas si on dit plus bon, si c'est français, mais c'est tellement meilleur, de se sentir en sécurité auprès de quelqu'un et quand je dis en sécurité, c'est aussi ça en fait, oser être vulnérable auprès de quelqu'un qui ne nous jugera pas, qui va accueillir ça en fait avec bienveillance et qui va se dire: «Tu sais pas quoi? Je t'aime d'autant plus avec ça». Je te remercie pour ces mots. Je te remercie pour ta douceur et c'est des cadeaux, tu vois, tes mots, ça fait tellement du bien de t'entendre. Donc, merci, merci beaucoup. Merci. J'ai pas grand-chose à compléter, mais tu dis des mots qui résonnent tellement fort en moi. Tu vois, cette suradaptation constante, qui est peut-être liée à mon hypersensibilité aussi. Tu vois, c'est peut-être aussi un sujet que tu abordes avec les Oui, personnes que tu accompagnes. Mais je parlerai aussi de tu vois, moi, ce qui m'a fait beaucoup de mal, ça a été de vouloir être un mâle, tu vois, d'essayer de chercher à être un homme, un vrai, un dur, quelqu'un qui tient, tu vois. la représentation masculine qui est extrêmement toxique en fait. Tellement toxique, quoi, tu vois. Donc j'ai aussi j'ai appris à accompagner, bien sûr, mais à déconstruire tout ça et de plus en plus à l'aise avec mon hypersensibilité et ma propre virilité, tu vois. Ouais. Loin de. Alors, ça me rattrape de temps en temps. Mon père, il m'a quand même. Tu vois, évidemment, c'est un chemin, mais tu vois, ces notions de performance tout le temps, d'exigence, mais c'est tellement épuisant, ça bouffe, donc voilà, j'ai aussi envie de dire que c'est OK d'être un homme et de ressentir, tu vois? C'est OK d'être un homme et d'être hypersensible. Ça m'a, permis d'ouvrir des portes et de me Mmh. créer, un environnement et puis une vie professionnelle où je me sens aligné avec mon hypersensibilité, une vie que j'ai pas envie de fuir et une vie sans masque, tu vois. Mon, mon, mon métier de patient expert, mais c'est hallucinant c'est tellement de chance, tu vois. Je suis tellement en gratitude avec pour mon abstinence parce que c'est que grâce à mon abstinence. Moi, j'essaye de garder cette humilité. C'est grâce à mon abstinence qu'il y a ruissellement derrière. Sans Mmh. mon abstinence, je n'arrive pas à exprimer qui je suis. Je peux pas, je peux pas rencontrer des gens qui sont bons pour moi, des gens qui vont m'aimer. Mais cette vie professionnelle, bah, être patient expert, c'est vivre avec ses émotions, c'est vivre avec ses limites, c'est vivre avec son chemin cabossé, avec ses hauts et ses bas. Je n'ai plus à mentir, tu vois? Et qu'est-ce que ça fait du bien, d'avoir trouvé cette voie. Et je suis pas en train de dire qu'il faut absolument, faire la même chose que moi, Bien mais sûr. c'est aussi en tant qu'hypersensible, de le prendre en compte aussi dans son professionnel, dans tous les domaines de sa vie, tu vois? Et trouver du sens, putain, mais trouver du sens, c'est tellement, tellement important. Ça fait un peu, phrase creuse parce qu'évidemment qu'on est dans une société où notre génération veut plus de sens. Mmh. Mais mais j'ai l'impression que c'est vital pour moi, tu vois? C'est pas juste un mot dit en l'air, c'est vital, sinon je pars en dépression, c'est pas C'est ça. sinon je repars dans des mécanismes autodestructeurs. C'est Ouais. important de faire des mises à jour de moi-même, tu vois? Dans ce renouvellement qui nous apprend au fait qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, que c'est un chemin sans fin, mais au final on finit par y prendre goût. Enfin voilà, ça me fait penser à ça, hein. Bah, non, merci. Mais j'avais une question aussi, dans la liste de questions que je m'étais mise et je pense que beaucoup peuvent se tu vois, les personnes qui se sont sorties de ça,
La grande crainte, c'est de replonger, tu vois? Et j'ai envie de te poser la question, d'après toi ou selon enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois qu'on peut totalement guérir d'une addiction ou est-ce que ça reste toujours un point de vigilance dans sa vie? À force d'échanger avec ma communauté, je sais qu'il y a des personnes qui retrouvent une relation saine à l'alcool, OK, qui c'est retrouvent possible. c'est possible. Ah ouais. Je sais pas si ma stat est exacte, mais un jour j'ai entendu que 2 à 3, tu vois, peut-être 4% max retrouvent une consommation modérée. Alors moi j'entends ça, moi j'ai pas trop envie de prendre ce risque-là. Mmh. Et puis je me questionne aussi, dans mon parcours, sur la liberté que j'ai aujourd'hui. Et est-ce que j'ai envie de prendre le risque de, tu vois, de mettre ma liberté à mal, tu vois? Moi, en tout cas, je me sens mieux sans alcool. Et au bout de 10 ans d'abstinence, c'est plus un sujet. Tu Mmh. parles de vigilance constante, elle est ancrée, tu vois? J'y pense même plus, c'est Si pas tu es un avec truc des qui te gens qui pèse. boivent, ouais, si tu es Ouais, autour de moi, il y a des gens qui boivent, mes potes ça te boivent, questionne pas. tu vois? Moi, il y a plus d'épée de Damoclès au-dessus de moi. C'est pas, tu vois, c'est pas un poids. Tu vois, j'ai les épaules, beaucoup plus, enfin, je relève la tête. Mmh. C'est plus, il y a plus de honte. C'est un choix. C'est un choix et je me sens tellement mieux aujourd'hui. Donc, et je dis pas que je vais être challengé. Il y a des moments où je suis à nouveau challengé, mais c'est plus comme avant. C'est limpide. Bah non, en fait, tout me montre, tout dans ma vie, tout ce qui a été créé montre que c'est grâce à l'abstinence, que je peux accéder à tout ça. Et maintenant, en fait, je trouve ça beau tu vois, il y a des moments où je suis fier de ne pas fuir Mmh. et j'ai envie d'être fier de plus fuir, d'accueillir, de traverser les épreuves. Ça m'a apporté tellement ce chemin. Et est-ce que quand une addiction s'arrête, il y en a une autre qui prend le pas? Tu sais, souvent, on donne l'exemple des personnes qui arrêtent de fumer et qui d'un coup, se mettent à beaucoup manger. Est-ce que tu as la sensation qu'il y a une compensation comme ça, obligatoire ou pas forcément? Peut-être pas chez tout le monde, moi je l'ai vécu. Heu, le sucre, Ouais. le sucre beaucoup, hem, mais je déculpabilisais. Mmh. J'essayais de déculpabiliser. C'est tellement difficile au début. Oui. On enlève quelque chose qui était, presque une identité Oui, c'est et vrai. là, tu me demandes aussi tu vois, de culpabiliser parce que je compense par le sucre. Alors, je Mmh. n'ai pas de troubles alimentaires, donc c'est aussi pour ça que ça me permettait de déculpabiliser, mais c'est OK de bouffer la plaque de chocolat. C'est c'est OK, ça n'a pas duré, mais je préfère bouffer la plaque de chocolat que de me mettre une mine, tu vois? Oui, ça n'aura pas les mêmes conséquences dans voilà, c'est une béquille. Oui alors encore une fois, s'il y a souffrance derrière, c'est important d'être accompagné. Je l'ai été et aussi il y a beaucoup de choses qui évoluent naturellement quand notre cerveau crée, d'autres chemins, tu vois, d'autres circuits de la récompense, il y a beaucoup de choses qui se font naturellement. Mais oui, j'ai compensé par le sucre, j'ai compensé par la nicotine. Mmh. Aujourd'hui, j'ai encore, la cigarette électronique. Évidemment, c'est mon doudou, évidemment, je suis addict à la nicotine et je suis OK avec ça. Mmh mh. Est-ce que Mais il y a quelque enfin, tu vois, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a dit en tout début d'abstinence, qui m'a dit: «Ah mais trop chouette, OK, tu arrêtes l'alcool, mais du coup, tu vas pouvoir fumer des ouinges». Heu, pour le coup, ce type de phrase, ça ne m'aide pas. Donc non, non, non. est-ce que tu envisages un jour ta vie sans aucune sorte d'addiction ou tu estimes que c'est impossible? En fait, tu t'en parlais au début dans la description, que tu me faisais, c'est comment accompagner pour améliorer la qualité de vie. Mmh. Ça qui m'intéresse, c'est pas tant, addiction, pas addiction et puis quoi maintenant et puis quoi et elle tu es où? T'en es où en ce moment? Ta Ouais. qualité de vie? Et est-ce qu'il y a des petites choses qui te font souffrir? Est-ce qu'il y a des choses où tu es désaligné? On va essayer, tu vois, d'aborder ces choses ensemble, mais l'idée, c'est pas du tout d'être parfait,
c'est too much, quoi, c'est too much. Essayons d'humaniser nos chemins, de déconstruire cette idée de performance, de perfectionnisme et d'essayer d'avancer comme on peut, et Mmh. vraiment comme on peut, du mieux qu'on peut. Et, et mon chemin me montre que oui, j'évolue, donc peut-être qu'il y a des mises à jour, et j'y prends goût à ce chemin, mais non, non, je ne suis pas parfait. J'ai mes failles, j'ai mes moments sans, j'ai mes jours sans, je les accueille et j'essaye d'être moins dans la lutte et un peu plus dans lâcher prise, dans l'acceptation. Et si ce sont des choses qui me font souffrir, bah, maintenant, j'ai moins peur de demander de l'aide. Tu vois, c'est cette confiance dans le processus. Et quand on est bien accompagné, c'est aidant. Mmh. Et on arrive à mettre les pièces du puzzle peut-être un peu plus vite. Mmh. Merci Baptiste. Je sais Je pas si ça te parle, Si, cette si, façon de voir les totalement. choses. Et je finirai par une dernière question. S'il y a des gens qui nous écoutent là et à qui ça parle énormément, hem, est-ce que tu as une dernière chose, aussi bienveillante comme tu arrives à l'être, mais pour peut-être les motiver à, comment dire? À passer le cap, de demander de l'aide, d'aller voir un professionnel, se faire aider, qu'importe le moyen qu'ils trouvent. Mais est-ce que tu aurais envie de leur dire une dernière chose? J'ai envie de leur dire que je comprends qu'ils se sentent seuls. C'est normal que tu ressentes de la solitude, de la souffrance. C'est normal aussi que tu aies peur. C'est terrifiant d'être à la croisée de deux chemins et de choisir entre quelque chose que tu connais si bien, mais qui te détruit, et cet inconnu qui est terrifiant parce que c'est une mise à nu. Je comprends tellement, et je comprends que tu veuilles reculer ce moment de la prise de décision. J'ai envie de te dire que cette souffrance, elle est déjà là. Ce que tu essayes de fuir, cet enfer, il est déjà là. Ouais. Alors peut-être que tu peux oser euh, attraper cette main tendue, parce que je te promets qu'il y a des mains tendues. Et je te promets que le chemin, il est dans, dans cette confrontation. Et tu ne seras pas seul, je te le promets. J'ai envie de continuer, enfin, tu vois, c'est OK de ressentir tout ça, Mmh. mais ça va aller. Parce qu'il y a tant d'exemples autour de nous qui montrent que c'est possible de s'en sortir, que c'est OK de demander de l'aide, et que au bout d'un moment, bah, le tabou, il est déconstruit, la honte, elle est déconstruite, et tu vas te retrouver, toi. Ça va faire peur, hein, parce que les masques vont tomber, il y a peut-être des choses que tu vas pas aimer voir, mais au moins ça sera vrai, au moins ça sera authentique, et c'est peut-être là le début du chemin, tu vois. Ah, c'est trop beau! Merci Baptiste. Merci Baptiste. Vraiment, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à nous dire ce que vous avez pensé de cet échange. Et je mettrai les liens, voilà, de ton livre et de ton compte Instagram où tu fais un travail exceptionnel. Et merci. Ça fait du bien, autant d'honnêteté et d'authenticité. Merci beaucoup. Tu sais, c'est aussi grâce à toi. Tu mets les gens en confiance, ce que tu publies sur les réseaux et ce que tu es, c'est un tel cadeau aussi. Donc, merci de créer cet environnement pour permettre aux autres de se sentir en confiance. Merci Merci beaucoup. Elodie, hein. Au revoir Baptiste. Salut Elodie. À très très bientôt, À hein. très Et bientôt. je continue de te suivre. Avec plaisir. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!